Bien donc, bonjour à tous et bienvenue dans Cité Éco. Il faut que je prenne le micro aussi. Ah, d'accord. En fait, finalement, la discussion qu'on va avoir ensemble autour de la revue Oblique et de la malédiction du pétrole, c'est un peu le prolongement de l'exposition au-dessus. C'est un peu d'où l'on vient, où l'on va, avec la préoccupation majeure actuelle qui est le réchauffement climatique. Alors pour en parler, Jean-Pierre Pecot et Fred Blanchard, qui eux sont les auteurs de la bande dessinée La malédiction du pétrole. Donc le truc devrait marcher. Non, alors on ne sait pas. Si, ça va. Ouais, donc là, non, là, voilà, La malédiction du pétrole, bande dessinée parue en 2020 aux éditions Delcourt. Jean-Pierre Pecot, vous êtes le scénariste et Fred Blanchard, vous en êtes le dessinateur. Complètement. Complètement. Avec nous aussi Laurent Joanneau, qui lui est l'auteur, et je le montrerai tout à l'heure, de la revue, qui est le directeur de la rédaction de la revue Oblique, dont le numéro cet hiver était opportunément appelé « Y aura-t-il du chauffage à Noël ?» et 50 autres questions sur notre addiction à l'énergie. On va y revenir d'ailleurs sur l'addiction à l'énergie. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. Et on va commencer en fait finalement par le plus ancien, qui est le pétrole, d'où ça vient. Et en fait, votre bande dessinée, Jean-Pierre Pecot et Fred Blanchard, parle de sa découverte, de son extraction, des avancées technologiques qui sont allées avec et des fortunes, on peut le dire, amassées par les grandes compagnies pétrolières. On peut le dire, oui. Alors, juste pour prendre le début en fait de votre bande dessinée, bêtement, moi j'avais dans l'idée que le pétrole était né entre guillemets aux États-Unis au 19e siècle. Alors c'est vrai, mais pas que, parce qu'en fait, l'histoire prend aussi sa source. Et là, moi, ça a été une découverte. Donc, en Europe, en Azerbaïdjan, précisément, avec les frères Nobel à Bakou, Jean-Pierre Pecot. Oui, moi, c'est ce qui m'a passionné, enfin, entre autres, c'est que très curieusement, donc au 19e, on commence à s'intéresser au pétrole, puisque le pétrole existe depuis, enfin, l'utilisation de certaines formes du pétrole existe depuis la nuit des temps. On calfatait les navires avec de la graisse de pétrole, enfin bon. Mais son exploitation commence donc fin 19e, et elle commence à la fois et quasiment en même temps à Bakou, dans l'Empire des Tsars, et aux États-Unis, à El Krog, dans l'est du pays. Et l'histoire du pétrole va suivre l'histoire du XXe siècle quasiment pas à pas, avec des hasards qui m'ont fasciné dans l'histoire qu'on raconte. C'est que un des nombreux exemples, c'est effectivement les frères Nobel qui investissent massivement dans les puits de pétrole de Bakou, et qu'en même temps, un des ouvriers qui travaillent à Bakou dans les puits de pétrole s'appelle Dougashvili, dit Staline. Et donc, on va avoir, voilà, l'histoire le pétrole colle complètement à la grande histoire du XXe siècle jusqu'à maintenant, comme c'est jamais arrivé pour aucune autre utilisation, en fait. Alors, on va le voir, hein, parce qu'il y a un vrai côté histoire diplomatique du pétrole, au-delà de l'histoire économique. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que très vite, des deux côtés de l'Atlantique, on comprend qu'il y a un potentiel, mais finalement, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Oui, ça aussi, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'on découvre, enfin, on commence à exploiter le pétrole et on n'a pas la moindre idée de à quoi ça peut servir vraiment. Alors, on va avoir des exploitations qui vont être un peu bizarroïdes, puisqu'on va en raffiner et en mettre dans des bouteilles. Et là, si on est dans la bande dessinée, on peut faire référence à Lucky Luke, puisqu'on va avoir des charlatans qui vont vendre des extraits de pétrole pour soigner à peu près toutes les maladies. Ça ne marche pas. C'est même assez dangereux. On va avoir une première exploitation, la plus sérieuse, en distillant de l'huile pour faire de l'huile de lampe. Et là aussi, il y a un paradoxe intéressant, moi, qui m'a assez fasciné. C'est qu'en fait, si les baleines existent encore, c'est grâce au pétrole. Puisque jusqu'à présent, l'huile de baleine servait à éclairer
tout l'Occident, et ça va être remplacé, parce que c'est beaucoup moins cher et beaucoup moins compliqué à utiliser, par de l'huile de pétrole, et les lampes à pétrole vont très rapidement arrêter la chasse à la baleine massive qu'il y avait à la fin du 19e siècle. Mais mis à part ça, ce qui quand même, c'est des exploitations assez parcellaires, on ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas à quoi ça sert, et c'est la création, enfin l'invention du moteur à explosion qui va faire qu'on va se rendre compte que ça peut servir d'énergie. Et ça va être en concurrence, là aussi, c'est pareil, puisque avant, en fait, il brosse tout, là. on utilisait la vapeur et le charbon pour produire de l'énergie, et on va s'apercevoir que le pétrole est beaucoup plus efficace en termes de dépenses d'énergie que le charbon, et donc on va l'utiliser à la place du charbon et de l'hydraulique. Et il y a aussi quelque chose qu'on comprend au sein de l'histoire que vous racontez, c'est que on va y venir, toute la partie voiture, le lobby des grandes familles. Il y a une chose qu'on comprend aussi très vite, et on le voit ici, me semble-t-il, c'est que très vite, on comprend que l'exploitation du pétrole tue. On le voit ici, c'est dit exactement, les conditions de vie des travailleurs sont infernales, les accidents fréquents, l'espérance de vie réduite. Et on comprend aussi, et ça c'est la prochaine, que le pétrole pollue. Et c'est fou, ça, on est juste en 1886. Alors ça, on ne comprend pas, en fait, à vrai dire. On ne comprend pas, mais on le voit. On le voit, et on n'a pas la moindre idée, puisqu'en fait, l'idée de pollution dans ces années-là n'existe pas. Oil Creek, qui est les vallées où on exploite le pétrole aux États-Unis, sont dans un état incroyable, puisqu'il n'y a aucune barrière, les rivières sont polluées, les animaux sont morts. On a des pancartes qu'on voit dans la bande dessinée avec toute personne qui fume une cigarette sera abattue sur place. Parce qu'en fait, il y a des effluves de pétrole, donc il y a des explosions, donc machin. Mais le fait que ça pollue ne rentre pas en ligne de compte, parce qu'on ne s'aperçoit pas. Enfin, c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'idée de pollution, non, c'est quelque chose qui sort de la nature, c'est naturel, c'est dangereux, il faut faire attention, mais c'est tout. Et donc, il y a voilà, c'est compris bien après ça. Et donc, on avance un peu dans l'histoire. On l'a un peu exploré, mais ceux qui vont l'exploiter, ça va être les frères Nobel, vont arriver les grandes familles, Rockefeller, les Rothschild pour les Français. C'est une histoire de grandes familles fortunées aussi. Ah oui, tout à fait. Qui vont comprendre ce qu'on peut en tirer avant même de savoir qu'on peut en faire des bénéfices. Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire que ça marche par étapes. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre à quoi peut servir le pétrole. Après, on commence à comprendre, à chercher, et Nobel trouve la solution, comment le stocker. On commence à le stocker dans des barils en bois, et ça ne marche pas. Et on invente le baril de pétrole, qui continue d'ailleurs maintenant, à l'heure actuelle, à être la mesure pour compter le pétrole. On ne sait pas comment le transporter. Les mêmes Nobel vont inventer les citernes de pétrole qu'on met sur les trains. Et donc, on va avoir toutes ces inventions qui vont venir et qui vont rentabiliser le pétrole, alors qu'au départ, au même moment, on a des tramways électriques, on a des voitures électriques. Oui, c'est ça, parce qu'on carbure à l'électrique. On sait qu'on a les tramways, on a la voiture électrique. Absolument. Et on sait que ça fonctionne, et on sait que ça produit de l'énergie. Mais c'est plus compliqué, c'est pas stockable, toujours pas d'ailleurs. L'électricité n'est pas, sauf sur batterie, mais c'est plus compliqué. Et donc, la solution de facilité, mais
mais bon, l'espèce humaine a toujours fonctionné comme ça. La solution de facilité pour produire de l'énergie le mieux possible à ce moment-là, au moment T, c'est le pétrole. Et que ça soit polluant, dangereux, etc., n'a strictement aucune importance. Enfin, c'est même pas évoqué. La vraie bascule, c'est Rockefeller et Henry Ford, le moteur à explosion et la production de voitures à la chaîne. On peut dire que là, c'est la vraie bascule où on entre vraiment dans l'ère du pétrole. Complètement. Et là aussi, c'est pareil. On sort de l'époque du capitalisme sauvage avec les barons voleurs qui. Là aussi, on peut faire référence à Lucky Luke, c'est ma bibliothèque préférée, avec effectivement les grands industriels qui construisent les chemins de fer à travers les États-Unis. Et on a toute la génération des Rothschild, des Rockefeller, qui sont, c'est du capitalisme sauvage, échelle 100. Et là aussi, l'idée, la voiture n'est pas une idée qui vient naturellement. Se déplacer n'est pas une idée. On n'améliore pas le déplacement des personnes, mais on va le créer en fait. On va créer un besoin. On va créer un besoin. Et on va créer un besoin avec un certain nombre de pièces comme un Lego en fait. C'est-à-dire qu'on a l'énergie qui est le pétrole, on a la façon de le faire fonctionner qui est le moteur à explosion, et puis après on va vers la troisième pièce du Lego qui va être la voiture avec 4 roues pour déplacer. Et ça fonctionne comme ça, quoi. Mais on aurait pu, c'est ça qui m'a fasciné dans le bouquin, c'est qu'à tout moment on peut inventer autre chose. Mais alors, c'est le pouvoir économique, enfin, ce sont les grandes familles qui vont diriger tout ça, en fait. Ah bah oui, ça s'appelle le capitalisme, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai noté une des phrases, hein, il y en a pas mal dans votre bouquin. Vous mettez « Pourquoi le pétrole se cache-t-il toujours au fond des océans, dans des jungles épaisses ou sous des déserts brûlants ?» Réponse, le pétrole se cache en enfer parce qu'il est diabolique. Bah ça, c'est le premier nom du pétrole en Mésopotamie. On appelait ça soit les larmes du diable, soit la merde du diable. Parce qu'en fait, le pétrole avait été utilisé notamment par les Grecs pour fabriquer le feu grégeois, qui n'est pas non plus quelque chose de très, très, très sympathique, qui est une sorte de napalm, en fait, dont on a perdu la recette. Et là aussi, c'est pareil, c'est comme l'idée que le pétrole naît à la fois dans les deux grandes puissances qui vont diriger le XXe siècle. On s'aperçoit aussi que le pétrole est difficile à trouver et se trouve dans les endroits les plus isolés possibles. Et alors bien évidemment, c'est un hasard, hein, on ne va pas faire de complotisme divin, mais c'est une réalité étrange. Et on arrive aussi, Jean-Pierre Pecot, à une deuxième partie de cette histoire qui est, on voit le volet économique se faire et en même temps, on voit le volet diplomatique se faire. Il y a la Première Guerre mondiale sans quoi le pétrole, enfin, où le pétrole, pardon, va jouer un rôle majeur, la Seconde Guerre mondiale où il va jouer un rôle majeur. Est-ce que vous pourriez juste expliquer tout ça ? Parce qu'on s'aperçoit que le pétrole, c'est un accélérateur d'énergie, en fait. Là également, avant la guerre de 14, toute la Royal Navy ne fonctionne pas au pétrole. C'est Churchill, qui est premier lord de l'amirauté à l'époque, qui va passer toute la Royal Navy au pétrole, avec comme conséquence des bateaux qui peuvent voyager plus vite et qui peuvent voyager plus longtemps sans accoster. La Première Guerre mondiale commence avec des chevaux, se termine avec des chars d'assaut et des camions, grâce au pétrole, et accélère la guerre en fait. On va aller plus vite, on va aller plus loin. Et à chaque fois qu'on va avoir des inventions liées au pétrole, on va avoir cette accélération on peut dire que c'est la modernité, mais on va avoir une accélération des phénomènes qui vont faire que
un peu comme un drogué, on ne va plus pouvoir se passer du pétrole parce qu'on ne pourra pas revenir à des charrettes tirées par les chevaux. On aura forcément un camion, etc., etc. Vous l'explorez un petit peu dans Oblique, Laurent Joanneau, le fait que le pétrole est un accélérateur. Parce que votre revue va un peu passer en revue l'ensemble des énergies. Vous, c'est un marqueur aussi que vous mettez dans votre revue. Alors la question, l'analogie avec la drogue, et la drogue dure en particulier, on l'a fait aussi effectivement dans Oblique. Hein, on est addict à l'énergie, et c'est vrai que le pétrole historiquement a permis de démultiplier notre force de travail. C'est un des points qui est assez bien développé aussi par Jean Covici dans sa bande dessinée, et ce qui montre bien. Et là-dessus, sur ce constat-là, on est d'accord. Alors vous le verrez, je suis pas d'accord avec tout ce que pourra raconter Jean-Marc Jancovici par ailleurs, mais sur cette description effectivement. La démultiplication de la force de travail, l'accélération, comme vous dites, ça c'est clair. Et on est loin d'en être sorti encore aujourd'hui. Hein. Il y a énormément de travail à faire. On va y revenir tout à l'heure. Jean-Pierre Pécaud, je voudrais que vous nous racontiez. Alors, je pense que j'ai là. Voilà. Ça, ce sont les 7 sœurs. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont les 7 sœurs, pardon. C'est un bon lapsus. Super, bravo. Non, mais mais c'est 7 sœurs, 7 compagnies qui vont diriger le monde. Pour vous, en fait, il y a ça qui est écrit dans la malédiction du pétrole. Ah oui, tout à fait. C'est les 7. Enfin, il y en avait plus, et elles ont été, se sont rachetées mutuellement. Et on arrive à. Alors, le terme de 7 sœurs, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il est utilisé par les pétroliers encore maintenant, qui sont les 7 compagnies qui se partagent avant l'OPEP. Qui se partagent l'exploitation du pétrole dans le monde entier. Et c'est une telle puissance, c'est-à-dire que c'est jamais arrivé auparavant d'avoir cette compagnie, on va dire, au niveau mondial, qui ont une telle influence sur le monde entier. Ni les compagnies qui exploitaient le charbon, ni les compagnies qui exploitaient le bois, donc toutes les compagnies qui exploitaient l'énergie n'ont pas eu cette puissance qui leur permettait d'intervenir non seulement au niveau économique, mais au niveau diplomatique, au niveau militaire, au niveau... Enfin bon, les 7 sœurs, à un moment donné, ont fait et défait des gouvernements, ont fait et défait des révolutions, et jusqu'à présent, ça continue. Mais qui de l'œuf ou de la poule, en fait, on se pose la question. C'est ceux qui comprennent ce qu'on peut en faire, ou le pétrole qui est, voilà, dont on ne peut pas se passer. Je dirais que c'est le pétrole. Moi, je dirais que le pétrole est tellement important pour nos sociétés industrialisées qu'il y a un phénomène de concentration des ressources. Et on arrive à 7, alors on aurait peut-être pu arriver à 6 ou arriver à 8, hein, peu importe, mais on arrive à 7 qui permettent, qui entre elles s'entendent sur des prix et contrôlent quasiment toute la production. Et là, j'en viens en dessin avec vous, Fred Blanchard. Là, on a cette sœur. Je voudrais que aussi de votre côté, vous m'expliquiez ce choix, parce qu'on va justement expliquer comment vous dessinez cette bande dessinée qui est en noir. Alors, j'imagine que le noir pour du pétrole, c'était un peu logique, non ? Oui, c'était hyper logique, forcément. C'est venu tout de suite, en fait, ça vous est pas apparu évident ? Alors, pas forcément, parce que bon, il se trouve que j'ai dessiné l'album, mais j'étais dans un premier temps censé juste l'éditer, parce que j'étais directeur de collection chez Delcourt à l'époque, et en discutant avec Jean-Pierre, j'ai essayé de trouver un dessinateur pour dessiner cet album. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, c'est vrai que c'était hyper ouvert au début, et quand, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à la tête de la création graphique du truc, avec Jean-Pierre, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît très bien. Moi, j'ai dit, écoute, partir sur une illustration d'une histoire vraiment très réaliste, qu'on peut l'avoir dans, par exemple, la revue dessinée,
ou dans certains magazines qui font appel de temps en temps à la bande dessinée pour expliquer des grands sujets au lecteur le plus large possible. Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'on avait déjà beaucoup discuté en amont et je ne voulais pas juste illustrer son texte. Déjà parce que dessiner des pompes à essence et des RIC et des trucs comme ça et des mecs morts pendant 200 pages, ça ne m'intéressait pas trop. Et en plus, je me disais qu'il y avait des situations qui se reproduisaient tellement vite et tellement régulièrement dans cette histoire-là, l'histoire d'exploitation, des histoires de massacres, des histoires de monopole. Il me semblait que c'était beaucoup plus intéressant d'aller vers de la symbolique, tout bêtement, pour mieux faire passer les idées. Je n'avais pas juste envie d'illustrer, je voulais accompagner le propos et essayer, ne serait-ce qu'au feuilletage, de proposer vraiment autre chose, un univers beaucoup plus fort. Et oui, et puis il me semblait quand même que tout ce qui était symbolique allait marcher vraiment bien sur ce type d'album-là. Mais ce courant-là. Oui, alors voilà, je me suis appuyé sur le courant symboliste, qui est un courant artistique qui naît à peu près au moment où le pétrole était découvert, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et pourquoi ce mouvement est apparu? Tout bêtement, il y avait, avant qu'il n'apparaisse, avant toutes les grandes transformations sociétales liées à la révolution industrielle, il y avait des peintres d'histoire, des peintres religieux, il y avait des peintres qui commençaient aussi à s'intéresser au social, comme Courbet. Mais il y a ce passage vraiment d'une économie très simple à une économie industrielle a provoqué de tels bouleversements dans la société que forcément, ils se sont retrouvés aussi dans l'art. Il y a un exemple qui est frappant, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y avait encore des sociétés qui étaient très paysannes. À la fin du 19e siècle, donc, sur 6 paysans nés à cette période-là, il y en a 5 qui ont émigré vers les villes pour travailler dans les industries. C'était un choc monstrueux. Et en fait, il y a tout un courant comme ça de l'art qui a été désabusé au même titre que la société et qui s'est tourné, alors qui a essayé de retrouver un sens du sacré, alors non pas par de la peinture religieuse, mais qui a essayé, avec un côté très nostalgique, très désabusé, très noir, de se repencher un peu, essayer de retrouver l'essence de la symbolique du monde tel qu'il était avant. Donc c'est un mouvement qui est né en France et en Belgique, qui a après s'aimé partout en Europe. Alors les peintres les plus connus, je pourrais citer Böcklin avec son Île des Morts, ou je pourrais même citer des artistes qui n'étaient pas vraiment symbolistes, mais qu'on peut rattacher comme Klimt pour donner une légère idée de ce que ça pouvait donner. Et moi, en plus, c'est quelque chose plastiquement qui m'attire vraiment beaucoup, parce qu'on est vraiment dans une symbolique assez éthérée, mais qui dit quand même beaucoup de choses de cette époque-là. Voilà. Et il me semblait quand même qu'appuyer visuellement l'album sur ce courant-là, qui va être complètement balayé après la Première Guerre mondiale, parce que là, il va y avoir les grandes révolutions artistiques liées d'abord à l'impressionnisme, et puis après la Première Guerre mondiale, à l'expressionnisme. Tout ça, c'est vraiment un mouvement artistique qui va être complètement balayé par la suite, qui va revenir à la fin du XXe siècle. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un point d'ancrage pour l'album qui était aussi hyper intéressant, parce qu'il représentait vraiment... Il pouvait se rattacher visuellement à ce qui s'était passé à cette période-là avec la découverte du pétrole. Et justement, les 7 sœurs-là, on voit ce qu'il y a dans la bande dessinée, et ce qu'il y a juste après, c'est l'inspiration qui vient. En fait. Oui, voilà. Ça ne vient pas de n'importe où. Alors du coup, comme c'est un mouvement qui m'intéresse depuis longtemps, j'en ai profité dès que je le pouvais pour établir des ponts quand même, pour dire, bon, tout ça ne vient pas de nulle part, il y a quand même une inspiration qui est là. Et notamment pour les 7 sœurs, je crois que c'est un des premiers visuels sur lesquels on s'est mis d'accord avec Jean-Pierre. D'ailleurs, je pense que, a posteriori, je me demande si c'est pas ce qui a fait peur aux dessinateurs que j'avais approchés. J'avais commencé à leur parler d'idées comme ça, et puis je sentais qu'ils étaient complètement dépassés. Voilà, donc ça, c'est à droite, on a une toile de Gustave Adolphe Mossa, qui était un peintre français, symboliste, né à Nice, qui a une période symboliste, qui a fini sa carrière, après qui a évolué, qui a dessiné beaucoup de chars de carnaval à Nice, etc. Mais c'est vraiment une toile emblématique de l'époque, qui est un peu un symbole de tous les vices de l'humanité. On voit une dame monstrueuse, c'est une espèce de sphinx, avec une auréole un peu maléfique comme ça, en toit de corbeau, qui ramène aussi à la mythologie nordique. Des crânes aussi. Voilà, il y a des crânes, elle a un pendentif avec un pistolet et un godemiché, donc on imagine bien que c'est la luxure, le meurtre, voilà. Et voilà, je me suis appuyé dès que j'ai pu sur ce type d'illustration, d'autant qu'on retrouve souvent dans ces toiles-là des auréoles, alors qui viennent forcément de la peinture religieuse, mais qui sont détournées autrement.
Et j'ai trouvé très intéressant, vu que c'est une histoire de pouvoir, d'argent, de partir sur des symboles comme des pièces de monnaie de dollars qu'on pouvait utiliser en tant que telles pour évoquer la monnaie, les fluctuations de la monnaie, des cours, mais aussi essayer de sanctifier des images comme ça de sociétés toutes puissantes, de sociétés pétrolières qui allaient régner sur le destin de l'humanité. C'était hyper intéressant, formellement, en tout cas, de mélanger tout ça et de vraiment essayer d'accompagner le texte en lui donnant plus de sens. Alors, il y a l'inspiration symboliste, et puis je voudrais revenir en arrière. Voilà, il y a un personnage qui revient, et ça, c'est autre chose, parce que dans la BD documentaire aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est vous qui jouez de ce jeu-là, mais on le retrouve dans Oblique aussi, qui est, on dresse un côté, un personnage humoristique, en fait, qui amène aussi sur un sujet grave l'humour, ou en tout cas l'ironie ou le cynisme dedans. Ça aussi, ça fait partie de... C'est comme ça qu'on accroche le lecteur. C'était surtout encore... Est-ce que c'est un artifice, en fait? Non, pour moi, c'est pas un artifice. C'était une façon de mettre en avant, enfin, de donner du relief à ce qui se passe à ce moment-là dans l'album. C'est-à-dire que c'est un moment de l'album où, comme le disait Jean-Pierre, le pétrole se démocratise parce qu'on en fait un emploi de plus en plus effréné dans la société. Il y a l'émergence d'une classe moyenne avec le développement de la voiture, etc. Et j'ai repensé au rôle qu'avait joué de la publicité et le marketing naissant à cette époque-là, justement, pour donner envie, pour tenter les gens. Et il me semblait intéressant de voir que cette source d'énergie, qui allait se révéler quand même nocive à long terme, à court terme, était vraiment très positivement accueillie par les classes moyennes qui avaient envie, elles aussi, de pouvoir disposer d'une voiture pour partir à la campagne le week-end, etc. Donc il y avait un côté éminemment sympathique sur le moment. Et j'ai repensé à la publicité avec tous ces petits personnages qui sont créés, qu'on voit sur nos boîtes de céréales, dans les stations-service, partout, pour nous vendre quelque chose dont on n'a pas forcément besoin complètement. Voilà. Donc là, à ce moment de l'album, oui, il me semblait que ce petit personnage bien sympathique était indispensable. La première fois qu'il apparaît, quand même, il apparaît au premier plan d'une image où on voit une espèce d'amalgame. Elle naît d'une espèce d'îlot complètement maléfique. On voit, pareil, des nappes de pétrole en train de couler dans l'eau, enfin de faire des espèces de dessins super bizarres, de d'essence à la surface. Enfin, on sent quand même que ça vient d'une industrie qui est quand même pas très sympa. Enfin, sur le long terme. Voilà, c'est comme un masque, en fait. Alors, Laurent Joanneau, on va passer à vous pour Oblique. Et justement, je me posais la question de l'artifice aussi. Alors, artifice ou pas d'ailleurs. Vous, le dessin accompagne la revue Oblique. Ça aussi, vous avez aussi des strips humoristiques à l'intérieur. Quel rôle ça joue pour expliquer des sujets qui sont pas forcément, enfin qui sont âpres, hein, on peut le dire aussi. Oblique, c'est une revue qu'on a lancée il y a quelques années, en 2018. Hein, c'est une revue qui a été lancée par Alternative économique. Et l'objectif, c'était d'arriver à aller un petit peu plus loin que ce qu'on faisait dans le mensuel d'Alter Eco. Essayer de toucher, plus loin dans le sens, aller essayer de trouver un nouveau public, toucher des gens qui peuvent, pour qui l'économie, ça peut faire un peu peur. Hein, c'est une matière un petit peu aride, avec beaucoup de chiffres. Et dans Alternative économique, il y a économique, et on s'est dit, bon, voilà, on va essayer de lancer une nouvelle revue, plus grand public, et en essayant alors l'objectif, effectivement, c'est de renouveler un peu les pratiques journalistiques en s'appuyant sur toute la gamme d'outils dont dispose le graphisme. Donc ça va être les infographies, ça va être la bande dessinée, on fait aussi du roman photo, c'est une sorte un peu de laboratoire d'exploration, on tente des choses, on teste des choses qu'on ne se permettrait pas de faire sur le magazine papier d'Alter Eco, un peu plus noble et tout. Mais par contre, après, ce qui marche dans Oblique, on le reprend souvent dans Alter Eco. Donc ça nous permet quand même de moderniser Alter Eco après coup. Et c'est vrai que là, tout ce qui est visuel, la narration séquentielle de la bande dessinée, c'est des outils très puissants, didactiques, pour pouvoir expliquer les choses. Et là, le parallèle entre l'économie et l'énergie est assez fort, parce que toutes les questions énergétiques, c'est comme les questions économiques, c'est des questions qui peuvent être très techniques, on peut arriver, c'est des questions qui sont polémiques, mais on peut arriver très vite dans des considérations très techniques où plus personne n'y comprend rien, on ne sait plus à qui se vouer. Et il y a un peu le même phénomène en économie. On a des économistes
on va dire, orthodoxes ou dominants ou libéraux, comme vous voulez, qui en fait vont nous expliquer, parce qu'ils ont fait 3 équations mathématiques, c'est ça la vérité, c'est ça qu'il faut faire, on sait, on connaît la solution pour résoudre les problèmes économiques de la France, il faut faire ça. Donc, Alternative économique, c'est un journal qui a été créé pour s'opposer à ça. C'était au moment où il y avait Thatcher qui nous disait il n'y a pas d'alternative. Ben nous, on a dit si, il y a des alternatives. En plus, il y en a plusieurs, donc on va s'appeler Alternative économique au pluriel. Et ben sur l'énergie, c'est pareil. Oui, parce que vous vous en cachez pas. Hein. Vous dites on est écolo, on est voilà. C'est dit dès l'édito. Hein. Oui. Alors nous, on parle de quelque part, hein, et donc on annonce la couleur. On préfère être honnête. Par contre, on va aller chercher. On est des journalistes avant tout, donc on va aller chercher des faits précis, étayés. Mais on a un point de vue qui est résolument écolo dans Oblique et qu'on assume. Mais le problème sur ces questions énergétiques, c'est qu'à la fois elles peuvent être très compliqué pour le commun des mortels. Et là, c'est pas l'économiste libéral qui va nous donner sa vérité, mais ça peut être un ingénieur qui, détenteur du savoir, est tout d'un coup dans une relation un peu verticale avec les gens qui vont leur expliquer c'est ça qu'il faut faire, moi je sais. Et l'enjeu avec ce numéro-là, c'est d'essayer de dire, de rendre compréhensible grâce au dessin, grâce au langage graphique, des questions qui sont complexes, parce qu'il y a un vrai enjeu démocratique à faire en sorte que les gens comprennent ce qui se joue là, se réapproprient le débat et donnent leur opinion. Donc nous, on défend un point de vue dans Oblique, mais on met à disposition tous les chiffres pour que les gens, après, on n'est pas là à dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent, mais on essaie de leur donner les moyens de se former leur propre esprit critique. Alors, on va venir au fond justement. Il y a quand même le titre « Malédiction du pétrole ». J'avais envie de vous poser la question à tous les trois. Malédiction du pétrole, véritable malédiction. Le titre était pas opportuniste, il était inscrit. C'est pas une invention des auteurs, le terme malédiction du pétrole. Je crois que c'est le premier responsable de l'OPEP qui a dit ça, en disant que le pétrole était une malédiction pour les pays qui en avaient. Et c'est vrai que ça s'est révélé exact, c'est-à-dire que tous les pays africains, tous les pays asiatiques, tous les pays du Moyen-Orient qui ont eu la possibilité d'exploiter du pétrole ont vu leurs conditions de vie, leurs conditions démocratiques, leurs conditions économiques, leurs conditions écologiques péricliter en l'espace d'un siècle de manière catastrophique. Donc le pétrole, alors qu'on pensait que c'était une bénédiction pour les pays qui en avaient, s'est révélé être une malédiction. Malédiction du pétrole, vous êtes d'accord Ah oui, tout à fait. Moi, quand j'ai vu le titre, j'ai tout à fait pensé à ça, parce que d'un point de vue économique, on dit souvent ça, hein, les pays rentiers et donc qui disposent du pétrole sont confrontés à des phénomènes d'accaparement de la ressource et une petite caste qui s'accapare avec des inégalités faramineuses. Mais on peut étendre cette logique-là à l'échelle de la planète. C'est aussi la malédiction de notre planète par rapport au changement climatique et aux émissions. Et on y vient justement parce que vous l'avez esquissé tout à l'heure, vous le dites clairement, on est tous toxicos, il y a une addiction à l'énergie. Ça, c'est vraiment le leitmotiv, en fait, en tout cas, d'Oblique, là, sur ce numéro-là. Bah oui, on l'a vu ces dernières années et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Là, tout d'un coup, l'énergie devient quelque chose qui est plus rare et dont l'approvisionnement peut poser question. Et donc là, on se rend compte de tous les problèmes économiques que ça peut poser en termes de chauffage, en termes économiques, industriels, en termes de mobilité, de transport, à tous les aspects de notre vie économique et quotidienne, en fait, sont concernés et on est dépendant à tous les niveaux de l'énergie. Et en particulier des énergies fossiles, encore aujourd'hui, dont la consommation ne baisse pas du tout encore. Et il va falloir en sortir parce que en termes d'émissions de CO2, si je ne me trompe pas, depuis la révolution industrielle, on a émis 2300
tonnes, alors je ne sais plus exactement les unités, mais ouais, c'est ça, 2500 milliards de tonnes de CO2 qui ont été émis par l'humanité depuis la révolution industrielle. En gros, si on veut éviter la catastrophe climatique et contenir le réchauffement à 1,5 degré, il ne nous reste plus que 370 milliards de tonnes à émettre. Donc, au rythme actuel d'émissions qu'on a, en gros, il nous reste 10 ans. 10 ans à ce rythme-là. Donc, voilà, addiction très forte, mais il va falloir se sevrer. Alors, on va parler, justement, on va rentrer dans cette partie-là, qui est l'atome, parce que vous en faites un grand écho dans Oblique. Alors, moi, j'ai le sentiment, hein, mais vous le dites aussi, hein, vous ne croyez pas au nucléaire et vous l'expliquez, en fait, dans une série d'articles. Voilà, c'est aussi clair, vous dites, voilà, le monde n'est pas dans la bonne démarche. Pour vous, le nucléaire, c'est l'avis d'Oblique, en tout cas. Alors, le monde avec le nucléaire, il n'y a pas trop de problèmes. C'est plutôt un problème français, hein, le nucléaire. Et c'est d'ailleurs assez surprenant. C'est pas le premier sujet sur lequel les Français ont l'impression d'avoir raison contre tout le monde. Mais en fait, quand on élargit un petit peu la focale, l'atome, c'est une industrie en déclin au niveau mondial. Il y a eu un petit rebond au début des années 2000 parce que la Chine s'est mise à construire des centrales nucléaires, mais aujourd'hui, ils en sont revenus. La Chine va à fond sur les renouvelables. Et il n'y a quasiment aucun autre pays, à part la France, qui se dit tiens, le nucléaire, ça va être la solution face au changement climatique et on va investir à fond là-dessus. Mais ce qui est le plus problématique, en réalité, dans ce débat-là, c'est le nucléaire, on le voit sur cette image-là, il a un vrai intérêt en termes d'émissions de CO2. C'est une énergie qui émet moins de CO2 que d'autres. Alors, on voit que l'éolien, finalement, n'est pas très loin. Mais c'est sûr que par rapport au charbon, au gaz, de ce point de vue-là, le nucléaire est beaucoup plus performant et c'est ce qui permet à la France d'avoir quand même une économie qui est plus décarbonée que d'autres pays. Le problème, c'est que aujourd'hui, on va dire en France, c'est le nucléaire à la place de toutes les autres alternatives. Et donc, on va s'interdire d'investir dans les renouvelables, là où à l'échelle européenne, en fait, c'est le solaire et l'éolien là, qui, tout récemment, là, je crois que ça date de l'année dernière, ont dépassé la production du gaz, du charbon. Donc, c'est devenu la première source d'énergie à l'échelle européenne, hein, l'éolien et le solaire. En France, Emmanuel Macron a dit qu'il repoussait à 2050 les objectifs qu'on s'était fixés en termes de construction d'éoliennes. Donc, en gros, ça veut dire qu'on a gelé tous les investissements, donc on se refuse à investir là-dessus. Pourquoi c'est problématique? Parce que même si, donc RTE, je ne sais pas si vous connaissez, mais RTE, c'est un petit peu le juge de paix sur les questions énergétiques en France, très officiel, qui fait différents scénarios. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voudrait se passer complètement du nucléaire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si on misait absolument sur le nucléaire? Et dans le scénario qui est le plus nucléaire hein, de RTE, le nucléaire, ça ne représente que 50% de notre mix électrique. Ça veut dire que, de toute façon, même si on décide de construire 6 EPR, il faudra en parallèle construire énormément d'éoliennes et de solaire. C'est juste... Est-ce qu'on peut... Alors, c'est aussi une des choses que vous regardez aussi dans Oblique, c'est est-ce que le renouvelable, vous posez aussi la question, est-ce qu'on peut faire du tout renouvelable? Parce que arrêter les centrales nucléaires comme ça du jour au lendemain, ça n'existe pas, on le sait. Ça a été documenté. Hein. Il y a plusieurs études très sérieuses sur le sujet. Donc oui, c'est possible d'avoir un mix électrique renouvelable sans nucléaire. Donc le 100%, quasi 100% renouvelable, c'est tout à fait possible. Alors, ça pose à chaque fois, les gens disent oui, mais le problème, c'est que comment on fait quand il n'y a plus de vent? Comment on fait s'il n'y a plus de soleil? Les énergies renouvelables, c'est des énergies intermittentes qui sont variables. Comment on gère ça? À la différence du nucléaire, qui est une énergie pilotable qu'on peut arrêter, relancer. Ça. Donc ça, effectivement, c'est vrai. Il y a un certain nombre de solutions qui existent déjà et des pistes qui vont se développer.
Par contre, ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est que on saura pas gérer les périodes longues sans soleil ni vent, les périodes hivernales. Et donc, la vérité, c'est qu'à un moment donné, on aura besoin de centrales thermiques d'appoint. C'est chiffré hein, par RTE, c'est 3% de notre mix, ça sera du gaz à court terme, parce qu'on ne sait pas encore très bien faire autrement. Donc, l'hiver, quand il n'y a pas du tout de vent ou de soleil, il y aura des centrales thermiques au gaz qui prendront le relais, un peu comme un groupe électrogène qui va assurer les arrières d'un hôpital. On aura besoin de centrales thermiques. Sauf que c'est 3% de notre mix énergétique. Donc, par rapport aux enjeux de décarbonation, ce n'est pas un problème. Et en plus, le jour où on aura basculé, on aura fait cette transition énergétique, on aura des énormes surplus de production électrique l'été, grâce au solaire. Et donc là, il faudra, avec des techniques, fabriquer de l'hydrogène avec les surplus qu'on aura fait l'été, pour pouvoir les utiliser et faire tourner des centrales thermiques à l'hydrogène plutôt qu'au gaz. On n'en est pas encore là, mais on a bon espoir d'ici quelques années d'arriver à ce mix-là. Voilà, et avec des systèmes de batterie, avec des systèmes de barrage, il y a différentes possibilités qui existent et qui sont en fait déjà documentées. On fait semblant de ne pas les voir ou de ne pas les connaître alors qu'elles existent. Il y a aussi ce que vous développez dans Oblique, il y a aussi l'idée que chacun va pouvoir jouer aussi un rôle là-dessus, c'est nous en tant que personnes, individus, sur la sobriété. Alors oui, ça c'est évidemment la clé de la transition énergétique, En c'est fait, la c'est la sobriété. désaddiction, en fait, la détox, en gros. Donc voilà, il va falloir, c'est comme ça, c'est une partie du sevrage. Il va falloir devenir plus sobre. Alors ça veut dire quoi, la sobriété? La sobriété, c'est pas l'efficacité énergétique. Souvent au niveau du gouvernement, on confond un peu les deux. Il n'est pas trop question de réduire nos usages, mais plutôt de tout miser sur on va gagner en efficacité. Donc en gros, l'efficacité énergétique, c'est vrai, si on prend l'exemple d'un frigo, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des frigos qui consomment beaucoup moins que les frigos qu'on construisait il y a 20 ans. Ils sont plus efficaces énergétiquement. Si on parle sobriété, la sobriété, ça consisterait à avoir des frigos qui soient un peu plus petits. Pas le modèle américain hyper gros. Si on est sobre, on achète un frigo qui est plus petit, qui consomme moins. C'est ça la différence entre les deux. Parce que là où l'efficacité énergétique va poser problème, et on le voit avec les moteurs thermiques, qui utilisent du pétrole, c'est qu'aujourd'hui, on construit des voitures qui consomment beaucoup moins qu'auparavant, qui sont beaucoup plus efficaces, sauf qu'entre-temps, il y a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on fait plus de kilomètres et qu'on achète des voitures qui pèsent 3 fois plus lourd. Donc en fait, tout ce qu'on a gagné avec l'efficacité, on l'a perdu par nos usages, par cet effet rebond. Donc à un moment donné, il va falloir se poser la question de cet usage et réduire nos consommations. Alors ça veut dire quoi? Ça peut faire un peu peur, hein, parce que c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit. Il n'est pas en nous agitant le chiffon rouge des Amish. Non, être sobre, je vous rassure, c'est pas devenir Amish. C'est même pas en fait la décroissance en réalité, parce que Oui, alors ça, c'est un autre sujet. Vous écrirez une autre BD dessus, Jean-Pierre Fécault. Mais voilà, on joue un petit peu à se faire peur. En réalité, quand là, c'est pareil, c'est l'ADEME, qui est une agence de l'État, hein, de l'environnement, qui a établi un scénario qui s'appelle Transition 2050. Et ils ont étudié 4 scénarios. Qu'est-ce que ça serait une société plus sobre qui nous permettrait d'arriver à la neutralité carbone en 2050? Parmi ces 4 scénarios, il y en a un qui est appelé frugal, je crois, qui est le plus sobre, celui où on va le plus loin dans la sobriété. Alors effectivement, ça suppose de revenir sur une partie du confort ou alors de l'aveuglement qu'on peut avoir aujourd'hui. Par exemple, il faut réduire notre trajet en voiture. Il faut prendre moins souvent la voiture, 2 fois moins. Voilà. Il faut passer à 110 km sur l'autoroute, c'est clair. Il faut réduire le nombre de kilomètres de 30% qu'on fait. Mais réduire le nombre de kilomètres qu'on fait de 30%, c'est pas ne plus arrêter de se déplacer, c'est pas ne plus être mobile, c'est réduire.
Au niveau des logements, ça suppose de se chauffer à 19 degrés, effectivement, d'avoir des logements qui soient bien isolés. Mais par exemple, ça ne veut pas dire tous se serrer dans des petits appartements. Non, l'hypothèse de ce scénario-là, c'est juste la surface moyenne des logements, en fait, resterait stable. On est sur une dynamique actuellement où elle augmente assez fortement. Il s'agirait pas de réduire, mais de rester avec des maisons, des appartements qui sont aussi grands qu'aujourd'hui. Alors, il faudrait prendre 20% moins de douches, voilà, des choses comme ça, et diviser par 2 sa consommation de viande. Mais ce n'est pas arrêter complètement de manger de la viande, c'est revenir à des niveaux de consommation qu'on connaissait il y a 20 ans, en fait. Et à l'époque, on n'avait pas, on vivait pas comme des Amish non plus. Donc, et c'est pas, je dis, c'est pas de la décroissance parce que, en fait, même dans ce scénario-là, le plus sobre de l'ADEME, en fait, le PIB, le produit intérieur brut, la richesse qu'on produit chaque année d'une certaine manière, va continuer à augmenter parce qu'on va réduire certaines choses. On va même arrêter de consommer de l'énergie fossile. Ça, il faut arrêter, ça c'est fini. Donc là, décroissance radicale. Par contre, il y a d'autres choses qui vont augmenter. L'agriculture bio, elle va augmenter. La production d'électricité, d'énergie électrique décarbonée, elle va augmenter. Il y a des choses qui vont croître, d'autres qui vont baisser. Ce n'est pas forcément une décroissance générale. Mais pour revenir au nucléaire, quand je dis les centrales, on ne les arrête pas comme ça. Quand il y a une décision politique qui est de construire de nouveaux EPR, de décider, c'est nécessairement la mauvaise solution selon vous? Alors ça, c'est un choix. Moi, j'ai plutôt un point de vue anti-nucléaire. C'est clair, je pense que vous l'avez compris. Après, je ne sais pas si c'est c'est une solution. C'est une solution qui est hyper importante parce que choisir de construire 6 EPR, ça engage le pays pour le prochain demi-siècle, en fait. Donc c'est une discussion qui mérite d'être débattue, à minima, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a un comité du débat public qui a été lancé sur la relance du nucléaire, ils ont démissionné parce qu'en parallèle, le gouvernement a fait une loi d'accélération du nucléaire, où en gros, ce qui devait être discuté collectivement par les citoyens a déjà été décidé en parallèle par le politique, donc ça ne sert à rien de débattre. Donc, à minimum, je pense que ça supposerait un vrai débat national. Le nucléaire, pour dire ce que j'en pense, il y a des risques. On l'a vu, il y a des accidents nucléaires, ça arrive, donc le risque zéro, ça n'existe pas. C'est la première chose. Les accidents industriels, mais aussi après il y a des accidents géopolitiques, on va dire. On voit ce qui se passe en Ukraine actuellement. À un moment donné, on n'est pas passé très loin d'une catastrophe nucléaire en périphérie des combats. Et puis il y a la question des déchets quand même, qui est une vraie question et pour l'instant qui est pas gérée. Donc, mais bon voilà. Après. Ça désavantage le nucléaire d'un point de vue climatique par rapport aux émissions de CO2, on l'a dit. Simplement, moi, ce que je vois, c'est on sait faire autrement, au même coût économique, c'est-à-dire que les renouvelables ne coûtent pas plus cher. Et alors, voilà, je me dis, pourquoi ne pas faire autrement si ça ne coûte pas plus cher et que du coup, ça évite quand même un certain nombre d'écueils du nucléaire qui sont difficilement contestables. Je voudrais vous faire réagir tous les trois à ce qui a été dit cette semaine dans l'actualité. Alors, il y en avait. Vous parlez de la malédiction du pétrole et pourtant, certains y croient encore. Joe Biden a cette semaine donné l'autorisation pour un projet qui s'appelle le projet Willow en Alaska, pour un projet d'extraction du pétrole. La malédiction, pas pour tout le monde en tout cas. Ah oui, non, mais je pense que ça fait... ça fait 50 ans qu'un universitaire texan a modélisé ce qu'il a appelé le peak oil, en fait, le moment où... A priori, c'est la fin du 21e siècle. Voilà. Non, mais a priori, rien du tout, en fait. Parce qu'en fait, il y en aura toujours. Ouais. Il y en aura toujours. Ça sera toujours plus compliqué à aller le chercher. Ça sera toujours écologiquement plus catastrophique. Ça sera toujours plus cher. Mais il y en aura toujours. Et donc, l'idée de se dire on va arrêter, voilà. Non, en fait, il faut que ce soit une décision politique. Il faut que ce soit une décision d'arrêter d'utiliser cette énergie qu'on sait polluante,
etc., etc. Et Joe Biden, ben, il va, alors qu'effectivement, il avait dit qu'il ne le ferait pas, il va massacrer une partie d'Alaska. Mais on va aussi attaquer l'Antarctique, parce qu'il y a des réserves immenses en Antarctique. Comment vous recevez aussi cette déclaration de Nicolas Sarkozy cette semaine devant une commission parlementaire sur la fragilité des centrales nucléaires? Il dit: le seul lobby qui existe est antinucléaire. Le nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement digne de la chasse aux sorcières du Moyen-Âge. Ce qui explique que le renouvelable peut être une substitution au nucléaire. Mentent, ils mentent. Comment recevoir avec nous? Il y en aura toujours pour des. Comment on explique que le débat soit si passionné en France? C'est sûr que le débat est très passionné. Il est un peu gonflé quand même, Nicolas Sarkozy, mais nous on le voit à notre modeste échelle de médias, de journal, dès qu'on publie un article sur le nucléaire, le lobby pro-nucléaire, on le voit, qui n'existe pas, il nous semble bien réel quand même. À chaque fois, on a une levée de bouclier assez impressionnante. Ça fait partie des sujets les plus touchy, les plus polémiques, sur lesquels tout de suite il y a une réaction. Le nombre de commentaires explose, et puis des commentaires hyper agressifs. Notre journaliste Alter Eco, qui est spécialiste du sujet, Antoine de Ravignan, s'en plaint régulièrement. Il est pris à partie nommément, menacé, des choses comme ça. Donc il y a une vraie levée de bouclier assez importante. Et alors, après, de ne pas dire qu'il n'y a pas de lobby nucléaire, en fait, on peut regarder aussi les choses du point de vue des éoliennes. Ce qui est assez impressionnant en ce moment, c'est qu'on voit qu'il y a un lobby, ou je ne sais pas, en tout cas une levée de bouclier dans le débat, un discours anti-éolien. Parce que c'est moche, parce que c'est moche pour le paysage, parce que c'est... Parce que c'est moche pour le paysage. Et alors, il y a bruyant. Cédric Philibert, qui est un spécialiste des questions énergétiques, qui a travaillé à l'Agence internationale de l'énergie, qui est chercheur au CNRS. Là, vient de sortir un livre qui s'appelle Éolienne, pourquoi tant de haine? Et il montre au début de son ouvrage que, en fait, le lobby anti-éolien, en fait, vient des États-Unis à la base, et très lié avec les mouvements d'extrême droite américains et les mouvements climato-sceptiques. Et là, ensuite, ça s'est diffusé en France, donc, mais de manière un peu différente, où là, tout d'un coup, c'est plus... donc ça fait la connexion avec le lobby nucléaire, et avec des arguments, là, pour le coup, écolos, et qui diffusent, y compris dans les milieux écologistes, ce qui est quand même assez surprenant, hein, parce que c'est assez récent, en fait. Ça, il y a 10 ans, c'était quand même difficile de se dire écologiste et de défendre le nucléaire. Alors que là, aujourd'hui, on voit une sorte un peu de bascule qui me fascine, moi, personnellement. Et donc... après, c'est pareil, il y a des films de propagande qui sont diffusés sur les réseaux sociaux anti-éoliens, puis d'un coup qui commencent à dérouler un discours un peu limite, anti-allemand. C'est l'Europe qui nous impose les éoliennes. Effectivement, c'est à cause des Allemands qui veulent... Derrière, il y a un peu un discours nationaliste et tout ça. Et en fait, c'est pas très surprenant que aussi en France, l'extrême droite soit en pointe dans ce combat-là contre les éoliennes, à la fois le chiffon rouge des Allemands, et puis aussi ça permet de surfer sur le discours les élites urbaines contre les campagnes, parce que l'éolien est dans les campagnes. Mais donc là, il y a quand même un certain nombre d'éléments, et par rapport au nucléaire, c'est un peu quand même notre complexe militaro-industriel à nous. L'industrie nucléaire est complètement imbriquée avec l'État, c'est un deuxième État dans l'État. CEA, ça vient directement de Gaulle et de la capacité nucléaire de la France. Je pense qu'il y a aussi en France l'idée que pour redevenir une grande puissance qu'on n'était plus en 1944, il fallait absolument avoir une capacité nucléaire. Donc une capacité nucléaire militaire, mais une capacité nucléaire civile. Et c'est parti de là, et ça continue. Finalement, en fait, quand on part du pétrole et qu'on va jusqu'au nucléaire, jusqu'aux énergies renouvelables, en fait, il y a lobby partout, il y a politique partout, et il y a enjeu. Mais ce qui est...
Non, non, mais ce qui est hallucinant dans ces problématiques-là, de non-renoncement à des sources d'énergie qui ont fait leurs preuves, certes, mais qui ont aussi qui sont à la source de problèmes géopolitiques, c'est que autant Joe Biden qui relance des forages que Nicolas Sarkozy qui dit qu'il y a un lobby antinucléaire. Continuons la course en avant, continuons comme ça. C'est vraiment un blanc-seing donné à des grilles de lecture géopolitique qui vont être amenées à se perpétuer. Parce que, en fait, on se rend compte que tout ce qui est notamment lié à l'exploitation du pétrole emmène vraiment des conséquences lourdes géopolitiquement, qui se sont répétées au fur et à mesure de l'histoire, de l'avancée des décennies, qui se sont répétées à l'identique. Donc, cette course en avant, en tout cas, nous conforte dans l'idée, enfin, ne nous conforte pas, non, mais nous promet en tout cas des lendemains qui vont ressembler, qui risquent de ressembler dangereusement à ce qu'on a pu connaître de pire au XXe siècle. Ce qui est, Laurent, allez-y. Et après, s'il y a des questions dans la salle, on prendra. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que le débat est très clivé. Hein. Il y a les pour, les contre, et c'est assez difficile de faire discuter ces deux camps ensemble, alors qu'en fait, la réalité, elle est beaucoup plus grise. Elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche. Aujourd'hui, ce qui pourrait paraître d'être un peu de bon sens, c'est que ça semblerait intelligent de ne pas mettre forcément tous ses œufs dans le même panier. Et quoi qu'il en soit, on ne va pas sortir du nucléaire du jour au lendemain en France. C'est une énergie qui est très dominante dans notre mix électrique. Donc c'est un peu illusoire de dire qu'on va en sortir tout de suite. On voit que les Allemands, ils y vont progressivement et ça prend du temps. Donc de toute façon, à court terme, il va falloir gérer le nucléaire. On va avoir besoin d'ingénieurs de nucléaire pour gérer la fin de vie des centrales et tout ça. Et même si on décide de jouer à fond la carte nucléaire, comme le veut Emmanuel Macron, au mieux, ça sera 50% de notre mix électrique en 2050. Donc, en parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éolien, il faut le multiplier par 3, et le solaire, il faut le multiplier par 7. Donc, au mieux, de toute façon, le nucléaire, ça sera que la moitié de notre production électrique. Donc, en fait, il faudra arrêter d'opposer les énergies les unes contre les autres. Et surtout investir à fond dans les renouvelables, ce qu'on ne fait pas actuellement. Non, puis, il faut aussi être conscient, là je suis entièrement d'accord pour dire que c'est des zones grises, c'est-à-dire que le nucléaire a effectivement des inconvénients majeurs. Le solaire utilise des terres rares massivement et pose aussi d'autres problèmes. Donc croire que youpi tralala, on va se retrouver avec de l'énergie solaire et que tout va aller bien et que tout est merveilleux, c'est faux. Donc voilà, il faut bricoler quelque chose. Et ben, nous, on va essayer on va peut-être essayer de bricoler avec les questions des gens. Si vous aviez des questions à poser à Jean-Pierre Pécaud, Fred Blanchard ou Laurent Joanneau. Où on voulait... Bonjour. J'ai une question pour Monsieur Joanneau. En fait, on parle souvent effectivement du désastre climatique lié à tout ce passif énergétique qu'on cumule depuis 120 ans, on va dire. Et on ne se projette jamais dans le fait que le problème énergétique, c'est un problème mondial et pas franco-français ni européen. Quand on voit que l'Inde, elle a 50%, 55% de sa production d'énergie, c'est du charbon, 30% c'est du pétrole, 8% c'est du gaz. En fait, nous, petits Français, 70 millions de personnes, si on change tous nos habitudes et qu'on change notre industrie, ça a quel poids par rapport à un pays qui fait 1,5 milliard? C'est sûr que c'est toute la difficulté de la question climatique. Hein. C'est pour ça que régulièrement, on organise des COP pour essayer de se mettre d'accord sur des objectifs. Et puis, il ne s'agit pas simplement de se mettre d'accord sur des objectifs, mais ensuite d'arriver à les faire respecter. Mais après, ce qui est à notre portée, c'est déjà de commencer à essayer de respecter nos propres engagements, ce qu'on ne fait pas en France, hein, notamment par rapport à l'éolien à l'échelle européenne. En France, on s'était engagé à en produire, à ce que 23% de notre consommation
proviennent de l'éolien. On est le seul pays européen à ne pas avoir respecté notre engagement. On est à 19,6% encore. On va se prendre une amende à cause de ça, d'ailleurs. Donc oui, c'est vrai, c'est un problème il faut trouver une solution à l'échelle de la planète. Après, la responsabilité des différents pays, la responsabilité historique n'est pas la même. C'est-à-dire les pays qui ont fait leur révolution industrielle à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ont un passif beaucoup plus important par rapport aux pays émergents et une responsabilité beaucoup plus importante. Et donc, c'est à nous, en premier lieu, de commencer à faire les efforts pour pouvoir emmener les autres derrière. D'autres questions? J'ai pris le mauvais. Bonjour. Je voulais avoir un point de vue. Est-ce que c'est plus facile par la BD de faire passer des messages en ce moment? On voit avec le succès en librairie du livre de Jean Covici, justement, en BD. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde de la BD s'empare aussi beaucoup plus de ce sujet-là? Et est-ce que c'est plus facile de communiquer des idées ou un univers? C'est sûr qu'il y a une facilité. Ah non, excuse-moi. Excuse-moi, Jean-Pierre, mais c'est vrai que j'ai œuvré aussi au niveau éditorial. Donc, en fait, il y a eu une émergence à un moment. C'est pas la peine alors. Non, il y a vraiment une émergence de ce type de bande dessinée par les revues, notamment par la revue dessinée. Et ce qu'il y a de. Alors, voilà, au début, je me souviens que quand la revue a été créée et a commencé à être diffusée en kiosque, il y en a un peu qui ont ri sous cap en se disant mais comment ils vont tenir, comment ils vont intéresser les gens autour de ce type de problématiques et de discours. Il se trouve que la revue a été pérenne et de fil en aiguille, elle s'est aussi de plus en plus tournée vers les jeunes générations parce qu'il y a maintenant il y a une revue dessinée pour les ados. Et ça a fini vraiment par un effet de ricochet, à atteindre le monde de l'édition. Et ce qui est très intéressant quand même à l'heure actuelle, c'est que le monde de l'édition s'empare enfin de tous ces sujets-là et leur donne peut-être une profondeur qu'on ne trouvait pas forcément dans les revues, tout bêtement parce qu'on dispose de beaucoup plus de pages. Voilà, et on dispose de plus en plus d'auteurs différents qui peuvent avoir des regards différents. On associe de plus en plus. Dans les revues, c'était des associations de journalistes et d'auteurs de bande dessinée, ce qui était déjà très bien, parce que ça permettait d'ouvrir pas mal de sujets. Là, avant de quitter mes fonctions, ce que je voyais, parce que je ne suis plus directeur de collection maintenant, mais ce que je voyais arriver, c'était commencer de voir des associations, non plus entre journalistes et auteurs de bande dessinée, mais vraiment entre référents dans certains domaines, comme on a pu le voir notamment avec Le Monde sans fin, avec l'association Blin Jean Covici. Donc oui, c'est intéressant. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant là-dedans, c'est que maintenant, c'est un type de récit qui marche sur deux jambes, à savoir la presse et les bandes dessinées, vraiment les librairies et les kiosques à journaux. Je trouve ça super chouette. Mais est-ce que la bande dessinée, quelque part, si c'était un livre, qui le lirait? Je pose la question. Ce même sujet, la maladie. Ouais, alors ceux qui savent lire, on est d'accord, mais vous touchez quand même un plus grand nombre, sans doute. C'est l'idée. L'idée, c'est par l'image, on peut toucher plus de gens, et notamment des gens plus jeunes. Mais il n'empêche que c'est vraiment, à mon sens, complètement complémentaire de livres plus sérieux, sans images. Mais voilà. Ils existent, ces livres. Mais ce que je veux dire, c'est que la bande dessinée, elle a investi un secteur qui popularise. Si on prend Le Monde sans fin de Jean Covici et le succès que ça a eu, si on fait Jean Covici écrit un livre, on n'est pas sûr qu'il y aura autant de lecteurs que. Alors, si, oui, mais pas. Oui, enfin, il n'y a pas que ça. Là, disons que ça ouvre le spectre. Ça ouvre le spectre, mais alors, il y a aux gens qui des raisons évidentes. En tant que lecteur, on se dit, oh, mais c'est bien parce que ça démocratise des sujets. Mais il faut savoir que du côté éditeur, c'est des livres qui coûtent beaucoup moins cher à faire que des séries constituées d'albums de 54 pages. Au lieu d'avoir des auteurs qui sont payés à la page et très bien payés, on se retrouve avec des auteurs qui sont payés avec des enveloppes pour produire beaucoup plus de pages. Donc, économiquement, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les éditeurs aussi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a un intérêt didactique, mais il y a aussi un intérêt économique derrière qui poussera de toute façon les éditeurs à faire de plus en plus d'albums comme ça. Et peut-être que dans 10 ans,
Laetitia, vous me direz que vous en avez ras-le-bol de ces bouquins documentaires, ces bandes dessinées documentaires. Il y en a trop, vous ne savez plus trop quoi choisir. Ce sera vraiment, on sera arrivé au bout du processus. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux avoir trop le choix que pas assez. Mais sachez qu'il y a aussi un intérêt économique du point de vue du monde de l'édition à faire ce type d'album. Laurent Joanneau, je vois que vous... Non, mais effectivement, ça a commencé même avant la revue dessinée. Hein. Ça a été emblématique. Sur les questions économiques, il y a un énorme succès qui a été Economics, qui était une BD américaine qui, là, très pédagogique, sur les questions qui refaisaient un peu l'histoire économique des États-Unis, qui a très très bien marché. C'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. C'est un peu moins que le Monde sans fin, mais déjà à l'époque, c'était très important. Ouais. D'autres questions? Une question bête, parce qu'en fait, à chaque fois que je viens là, j'entends toujours des choses. Produire, produire, produire. Produire pour consommer, pour reproduire. Donc, on n'en finira jamais. On ne dit jamais, je ne sais pas, d'accord, bon, il y a le monde qui augmente, on va être bientôt 10 milliards, c'est sûr, donc il faut consommer, il faut produire. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter de produire? On n'a pas besoin d'autant de choses que ça. Moi, par exemple, je n'ai jamais pris l'avion. Je prends le train, je me déplace énormément à pied, donc je ne mange pas de viande, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne sais pas, moi, ça me paraît évident d'être sobre et d'arrêter, parce que les gens disent, justement pour rejoindre le problème de gagner sa vie toujours, donc pour consommer plus, on n'en finit pas de ça. Si aussi on avait un phénomène différent de pensée, pour rejoindre aussi un petit peu peut-être monsieur, mais là, vous y pensez jamais. L'autre jour, on avait aussi un cercle, c'était pareil. Le PIB doit augmenter, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est justement pour encore sortir du pétrole, etc. C'est quand même assez ennuyeux comme monde. Et si le PIB n'augmente pas, on est en récession. C'est quand même lamentable d'entendre ça. Voilà. Jean-Pierre Pécaud, vous avez envie de répondre? Non. Non, parce que, bon, oui, effectivement, vous avez raison, bien évidemment. Ça s'appelle l'espèce humaine. La question que je vais poser se lie avec celle de Madame sur la question de la sobriété, justement. Je trouve que le commentaire qu'on vient d'entendre est assez représentatif aussi du comportement que peuvent avoir les femmes, qui sont généralement plus sobres d'après les études que le comportement des hommes. Est-ce que sur les études justement de RTE, de l'ADEME, est-ce qu'il y a des sous-scénarios représentatifs au niveau du genre et au niveau de la consommation des personnes qui sont plus précaires? Parce que la consommation quand on est précaire n'est pas la même que quand on est un CSP+. Est-ce qu'il y a des sous-catégories dans les scénarios pour la question de la sobriété? Alors, oui. L'ADEME a sorti une étude justement à essayer d'étudier les choses par le prisme du genre, qui montre qu'effectivement, a priori, les femmes polluent moins que les hommes. Alors moi, je n'ai pas personnellement lu le détail encore de cette étude-là. On se posait la question de faire un article là-dessus, Alter Eco, là, mais donc on ne l'a pas encore fait, mais je pourrais vous en parler une fois qu'il sera un peu plus qu'il sera sorti. Et puis il y a un certain nombre d'études aussi, notamment les travaux de Lucas Chancel, qui étudient cette question-là sous le prisme des revenus, de la richesse, et on sait que ceux qui polluent, c'est les riches, et loin devant les pauvres. Donc, pour répondre à ce que vous dites, moi je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Il faut réduire notre production, dans tout un tas de domaines, ça me semble évident. Il faut réduire notre mobilité, il faut prendre beaucoup moins l'avion, pas forcément complètement arrêter de prendre l'avion, mais le prendre beaucoup moins, uniquement sur les très longs trajets. Il y a tout un tas de choses qu'il faut réduire. Et le PIB en tant que tel est un indicateur très critiquable. Donc ça c'est clair, on l'écrit depuis très longtemps, Alter Eco. Mais ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que ça peut pas être juste une problématique individuelle. C'est pas parce que moi, tout d'un coup, je vais décider d'arrêter de manger de la viande, de faire un peu plus de vélo. C'est bien, il faut se poser ces questions-là, mais l'enjeu, il se joue pas à ce niveau-là. L'enjeu, il est collectif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer les infrastructures, le contexte collectif qui va permettre aux gens de pouvoir facilement adapter leur comportement, leurs usages. Donc, commencer par construire des pistes cyclables, et après, on dira aux gens, ça serait mieux quand même de prendre votre vélo. Ça, c'est une première condition à aller vraiment loin dans la sobriété. La deuxième condition, c'est la question de la justice sociale.
C'était évident en 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes. Mais je pense que c'est l'enjeu majeur des 10-20 prochaines années, c'est d'arriver à articuler la question écologique et la question sociale. Et en fait, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, parce que derrière, les questions de la responsabilité, on parlait des pays riches, des pays pauvres tout à l'heure, mais c'est au niveau des individus, c'est la même chose. C'est les riches qui ont des grands logements, qui nécessitent beaucoup plus d'énergie pour les chauffer, ceux qui ont les voitures les plus lourdes, c'est eux aussi qui en fait se déplacent le plus, prennent plus souvent l'avion. Donc derrière, il y a une question de justice sociale qu'il faudra aborder de front. Et en tout cas, on n'arrivera à rien faire si on se pose pas cette question-là. Je crois qu'on va s'arrêter là. Laurent Joanneau pour Oblique, Fred Blanchard et Jean-Pierre Pécaud pour La Malédiction du pétrole. Je vous montre les deux albums, une revue et un album à lire obligatoirement. Et après, vous n'aurez plus aucune certitude. Merci à tous. Et je rappelle que allez voir l'exposition au-dessus So What, qui fait de vous, qui vous met acteur de votre production, en tout cas de votre consommation, et vous découvrirez qu'en fait, on n'est pas tous vraiment écolo, même si on le voulait vraiment. C'est jusqu'au 28 mai prochain.